Bonjour à tous. Du coup, on est ravis de pouvoir vous proposer ce temps d'échange avec les professionnels de santé. Ça va vous apporter beaucoup de choses, donc soyez attentifs à ce qui va être dit et participez bien à ce temps d'échange qui est une chance. Et on remercie la Fondation Clairiane d'être là et d'intervenir pour nos aides-soignants. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui à Marseille. Merci de nous accueillir dans votre école. Et merci Madame Biagioni et toute l'équipe de l'école pour leur accueil super chaleureux. Donc moi je suis Emmanuelle Potin, je travaille pour la Fondation Clairiane. Et avant que nous écoutions les témoignages des professionnels qui nous font l'amitié d'être là aujourd'hui, et je les remercie aussi infiniment tous les deux, ainsi que Serge Guérin qui va bientôt prendre la mesure et les manettes de cet échange, je vous dis juste 2 mots sur la Fondation Clairiane. C'est une fondation qui est créée pour les soignants, donc pour vous. Son objet, c'est aimer soigner. Donc, quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. Et alors, concrètement, qu'est-ce que nous faisons ? La première chose, c'est qu'on accompagne des associations qui travaillent sur vraiment la santé des soignants. Donc, c'est important quand on a fait de prendre soin des autres, l'objet de son métier, de prendre soin de soi. Et donc, ça, c'est notre premier axe. Donc, on accompagne des associations comme la Maison des Femmes. D'ailleurs, on a une représentante ici aujourd'hui. Et aussi une association qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes, qui fait de la prévention et le dépistage de maladies cardiovasculaires chez les femmes, car c'est la première cause de mortalité. La crise cardiaque chez la femme, c'est une maladie très peu connue et qui est très mortelle, première cause de mortalité en France. Donc on les accompagne dans leur travail. On travaille aussi avec l'association SPS, donc Soins aux professionnels de la santé, dont nous avons aussi une représentante aujourd'hui qui organise des actions, des petites formations en ligne pour apprendre à prendre soin de soi, et c'est super important. Le deuxième axe de travail de la Fondation Clairiane, Aimer soigner, c'est de faire connaître ces métiers du soin. Donc vous les connaissez puisque vous les exercez et vous êtes des futurs professionnels de santé. Mais dans les collèges, dans les lycées professionnels, on connaît moins ces métiers. Et nous, notre travail, c'est aussi de mobiliser des professionnels, peut-être vous demain, pour aller présenter leur métier, échanger avec les jeunes, échanger avec les professeurs, pour inspirer et parler de la réalité de ces très beaux métiers que vous exercez déjà et que vous exercerez encore plus demain. Voilà, donc j'en ai fini pour mon petit tour de piste. Je fais aussi un petit message. Si vous avez envie de découvrir ces métiers, vous aussi, vous en connaissez certains, il y en a peut-être d'autres que vous connaissez moins. Et si vous avez des temps de trajet dans le bus, dans la voiture ou quoi, eh bien, on a créé un podcast que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Et ce podcast qui s'appelle « Aimer soigner » va vous permettre de rentrer en immersion en l'espace de 20 à 30 minutes auprès d'une équipe de diététiciens, dans le cabinet d'un psychiatre, avec une équipe d'aides-soignants aussi. Il y a des aides-soignantes qui ont accepté de jouer ce jeu, ergothérapeutes, enfin bref, je ne vais pas tous vous les citer, mais en tout cas, c'est des petits voyages qu'on vous propose et qui sont accessibles donc, via podcast pour découvrir des métiers. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une super matinée et on se retrouvera après pour discuter. Donc, les questions que vous n'aurez pas forcément posées tout de suite, vous aurez encore la possibilité de les adresser à tous nos intervenants juste après. Je vous souhaite une bonne matinée et je passe la parole à Serge Guérin. Merci beaucoup. Vous avez raison, il faut toujours applaudir. Ouais. D'abord, ça fait du bien, ça fait de l'exercice et tout ça. Honorable compagnie, bonjour. On va se caler sur 2 moments. D'abord, avec nos 2 illustres invités, où on va discuter autour de vos parcours, et donc pour montrer la diversité des parcours. Alors, il devait y avoir 4 intervenants, mais la vie, c'est la vie. Et les 2 autres intervenants ont été appelés au boulot pour des urgences, et donc on dit vous êtes gentils, mais on ne peut pas. Voilà, donc, mais heureusement, vous 2, vous êtes là, fidèles au poste, donc il n'y aura pas de problématique. Un très très grand écrivain qui s'appelait Primo Levi disait « Je commence par être optimiste,
Comme ça, je suis sûr qu'il y aura eu au moins un bon moment. Et bien là, c'est pareil. Applaudir, c'est déjà, un, c'est se faire confiance. Ça va être intéressant. Puis deux, déjà, on est sûr au moins qu'on aura fait une chose, c'est d'applaudir. Donc vous avez parfaitement raison. Donc on débute par les applaudissements. Ensuite, donc il y aura ce temps de témoignage. Ensuite, on s'arrête avec vous deux et on passe à un deuxième temps où on va discuter sur d'autres problématiques. Voilà pour la petite heure et demie que l'on va passer ensemble. Et à chaque fois, on se garde un petit temps de questions-réponses, donc les questions que vous avez envie de poser et les réponses que vous aurez envie de donner. L'autre élément aussi, c'est qu'on va démarrer juste parce que la Fondation Clariane Aimer Soigner fait un travail régulièrement avec un institut de sondage qui s'appelle Ipsos pour essayer de mieux comprendre le secteur de la santé. Et là, la question qu'on s'était posée, c'est au fait, les jeunes, est-ce que la question de la santé, des métiers de la santé, est-ce que ça les intéresse? Puisque vous le savez, on s'interroge beaucoup, est-ce qu'il y a assez de monde pour aller travailler dans le secteur et tout ça? Ce qu'on avait fait avec cet institut de sondage, on s'était demandé d'abord, mais au fait, c'est quoi les attentes et ainsi de suite des jeunes, en termes professionnels. L'attente première, mais tout en haut, c'est l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. C'était ça qui a été mis en avant très, très majoritairement par les 16-20 ans. Et puis après, en effet, il y avait l'intérêt du travail, il y avait l'ambiance, et après le salaire. Peut-être qu'ils étaient un peu hypocrites et qu'ils mettaient... parce qu'elles se disent non, le salaire, c'est d'abord. Voilà. Et pour autour des... Après, on s'est demandé, mais ceux qui veulent aller dans la santé, c'est quoi les freins? Et là, les freins, c'était les horaires. La difficulté des horaires, c'était de travailler avec des gens malades, voire avec la mort. Voilà, c'était ces éléments-là, vous voyez. Donc c'était, à partir de tout ça, est-ce qu'il va y avoir encore des gens qui auront envie d'aller travailler dans le secteur? Vous êtes la preuve que oui. Voilà. Mais que globalement, il y avait à peu près 42% des jeunes qui disaient ouais, pourquoi pas. C'est le deuxième secteur le plus choisi après le luxe en France. Premier, c'est le luxe. Le deuxième, c'est la santé au sens très très large. Et ceux qui sont vraiment les plus demandeurs, il y a 17% des jeunes qui disent ouais, c'est vraiment dans ce secteur-là que j'ai envie de travailler. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 42%, donc presque la moitié, avaient quelqu'un dans leur famille qui travaillait déjà ou dans le voisinage qui travaillait déjà dans le secteur. Donc sans doute que connaître quelqu'un qui travaille dans ces métiers-là donne envie, d'une manière ou d'une autre, à des plus jeunes d'aller dans ce secteur. Et puis, dernière chose, je ne suis pas très très bon en calcul, mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas ici. On avait regardé, mais les plus intéressés, la répartition femmes-hommes, c'était quoi? Les femmes, mais à 57%. Donc ce n'est pas si énorme que ça, alors que là, on doit plutôt être à 80% dans la classe. 95, vous êtes bonne en calcul, bravo. Voilà, voilà, juste pour vous donner ces éléments-là. Alors, avant de démarrer avec les témoignages, on va démarrer avec un autre témoignage, avec vous. Ouais, voilà. Donc, vous prenez la parole, on l'applaudit, on le mérite. Et puis juste, on trouvait que c'était intéressant que quelqu'un dont le schéma aussi politique comme élu concerne aussi en partie les enjeux de santé, le bel âge et tout ça, de nous dire quelques mots. Très compliqué. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Ahmed Edadi. Je suis adjoint au maire de Marseille en charge de la vie associative, d'un tas d'autres choses, mais je ne suis pas l'adjoint à la santé. Non, mais au bel âge. Au bel âge. Ouais. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai que dans la délégation que monsieur le maire m'a confiée, je m'occupe des personnes âgées aujourd'hui et on essaie, nous, avec la ville, d'animer, d'accompagner les personnes qui sont encore valides, mais qui sont la plupart du temps en isolement, qui n'ont pas de famille. Et les politiques publiques que nous souhaitons mettre et que nous mettons tous les jours au service des personnes âgées, c'est un peu de les accompagner, de les animer, de leur faire vivre et de faire en sorte que vieillir à Marseille soit une chance. On est quand même la plus belle ville du pays. Et d'être là aujourd'hui, c'est vrai que vous me parlez de la santé, mais c'est l'adjoint au maire que je suis à la vie associative. Hier, juste pour faire une petite parenthèse, on a remis plus de 100 trophées aux bénévoles et aux personnes engagées de la ville. Et la filière que vous avez toutes et tous choisie, même si c'est une filière professionnelle qui va faire en sorte que vous allez rentrer pour les plus jeunes dans la vie active et trouver un emploi, mais c'est une forme d'engagement. Je pense que quand on décide de se lancer dans le milieu de la santé, c'est qu'on a envie de donner aussi, certes, pour recevoir un salaire et pour essayer de vivre dignement, mais moi je trouve que c'est une forme d'engagement et dans les moments les plus difficiles que nous avons vécus par le passé, et je veux juste revenir à la période Covid, s'il n'y avait pas eu les personnes, peut-être que, après je ne sais pas si vous êtes au début de votre carrière, au milieu, ou si vous êtes déjà professionnel, mais c'est vrai que
les premiers de cordée, comme il plaisait de le dire par le président de la République, ça a été quand même les personnes qui donnaient de leur temps, et c'était des personnes qui étaient dans le milieu de la santé, parce qu'à un moment donné, quand on était tous enfermés chez nous, on avait besoin d'une aide-soignante, d'un accompagnant, d'une infirmière, d'un médecin, et il y en a même aujourd'hui qui ont perdu la vie parce qu'ils ont décidé de faire ce travail-là et qui ont perdu la vie. Mais juste vous dire que pour moi aujourd'hui c'est un honneur de me tenir devant vous, et vraiment avec beaucoup d'humilité. Si vous habitez à Marseille, permettez-moi juste de vous dire merci de ce que vous allez apporter à notre ville, parce que vous êtes toutes et tous en fait indispensables à la vie de cette cité, et s'il n'y avait pas des personnes comme vous, je pense que la ville de Marseille ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, avec sa diversité. Moi, je suis un enfant des quartiers populaires, je suis né, grandi, et je vis encore dans le 15e arrondissement. Mais juste pour vous dire, même si des fois c'est très compliqué parce qu'on a la mauvaise adresse, le mauvais nom de famille, c'est compliqué des fois, et il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais quand on croit en quelque chose, je pense qu'on y arrive toujours. Et moi, je vous invite à croire à l'objectif qui est le vôtre. Et je ne sais pas comment la ville de Marseille pourra vous accompagner, mais aussi à la ville de Marseille, on a un service santé, on n'a pas de médecin, mais on a quand même un service santé qui accompagne des structures associatives et des personnes qui ont envie de donner de leur temps. On a un service senior qui accompagne ces seniors qui ont besoin. Et la ville de Marseille sera, bien sûr, dans la mesure du possible, à vos côtés si besoin. Je ne vais pas être plus long. J'ai juste voulu vous parler avec le cœur. Voilà, merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous ferez dans le futur. Et voilà, et merci de m'offrir ce grand moment, parce que quand on fait de la politique, c'est aussi un engagement. C'est un engagement parce qu'on croit en des valeurs et parce qu'on croit en une politique publique. Et en fait, quand on est un petit peu fatigué, qu'on a un emploi du temps qui est très chargé, mais quand je vois des visages comme les vôtres devant moi, je crois que voilà, je réussis à trouver mon essence pour trouver la force pour continuer. Et merci, tout simplement. Merci beaucoup. Et puis, il me semble en plus, si j'ai bien compris, vous vous levez très très tôt. Hein, on pourrait peut-être dire, comme on va beaucoup parler des parcours professionnels et des évolutions des chemins, je trouve que c'est intéressant. Je disais sur un ton de la blague, je crois que vous vous levez très très tôt. Je trouve que c'est intéressant que vous en disiez deux mots. C'est sûr que si je vous parle de mon parcours professionnel, peut-être le mot n'est pas. Je pense que le mot est approprié, est atypique. Moi, je suis quelqu'un qui j'ai aucun diplôme en fait. J'ai pas le brevet des collèges. J'ai cru à la vie, j'ai cru aux personnes que je rencontrais tous les jours. Et mon métier, en fait, je suis cantonnier pour une collectivité qui est la métropole. J'ai été éboueur par le passé. Aujourd'hui, je suis cantonnier. Et sur les 101 élus, et voire même les 303 élus de la ville de Marseille, je suis le seul ouvrier du conseil municipal et le seul adjoint au maire de beaucoup de villes qui suis encore ouvrier. Je me réveille tous les jours à 4h du matin, pas ce matin parce que j'ai dû poser l'avantage de la fonction publique, c'est aussi d'avoir des détachements pour pouvoir faire des représentations. Mais oui, je suis ouvrier, je me réveille tous les jours à 4h du matin. Hier, j'ai commencé à 5h du matin, j'ai fini ma journée, c'était 1h du matin et ce matin, j'ai dû faire une radio. Je me suis réveillé à 6h du matin pour faire la radio. Et ce soir, je ferai BFM. Mais voilà, c'est ma vie. Et en fait, j'ai juste envie de vous dire que si un homme comme moi, avec le parcours qui est le mien, où j'ai mes parents qui ne savaient pas parler français, moi j'ai ma mère aujourd'hui qui, ça fait 40 ans qu'elle est en France, elle ne sait pas dire un mot français. Habituellement, ma mère m'appelle Ahmed. Et quand on arrive dans une institution, elle essaie toujours de faire les choses bien, alors elle m'appelle Ahmed. C'est très rigolo, je crois que c'est la seule fois où quand on arrivait, j'ai d'autres anecdotes, mais voilà, je pense que si un homme comme moi a réussi à trouver son chemin et a réussi à atteindre les objectifs, même si chaque fois que vous allez toutes et tous atteindre un palier, vous allez chercher à en atteindre un autre, Voilà, moi j'y ai cru, j'ai réussi et je vois absolument pas pourquoi ici dans cette salle les gens ne réussiraient pas en fait. Je vous l'ai dit, je m'appelle Ahmed Edadi, je suis binational, je suis moitié français, moitié algérien. Je suis français d'origine algérienne, mais voilà, l'avantage qu'on a aussi, c'est de vivre quand même dans un pays, même si parfois politiquement on trouve des choses qui sont très violentes à la télé. C'est qu'on est quand même dans un pays où la liberté, l'égalité, fraternité, ça permet aussi à des gens comme nous de pouvoir réussir et de pouvoir atteindre les objectifs qui sont les nôtres. C'est sûr que si j'avais voulu monter sur la ligne, j'aurais pas pu parce qu'il aurait fallu faire des études. Mais j'ai choisi
un tracé et un chemin qui me permettait d'atteindre mes objectifs. Alors, juste si je peux me permettre de vous donner un conseil, croyez en ce que vous faites, croyez tous les jours à la femme ou à l'homme que vous êtes, et les seules barrières que vous trouverez toutes et tous devant vous, ce sera les barrières que vous aurez décidé de vous mettre en fait, parce que les barrières, une barrière c'est fait pour être sauté, un mur ça peut être détruit. Voilà, croyez en vous, croyez en ce que vous faites, et vous savez, plus vous allez donner dans la vie, mais ça c'est vraiment une chose que j'ai appris, plus vous tendez la main aujourd'hui, et un jour ou l'autre, forcément vous allez trouver quelqu'un sur votre chemin quand vous allez en avoir besoin qui vous tendra la main, et c'est ce qui m'est arrivé. Une rencontre improbable dans un endroit improbable, et je suis fini, et j'ai fini, quoi, j'ai pas fini, mais pas fini je suis encore, pas ouais. fini encore. Il sera peut-être président de la République, on ne sait pas, donc voilà. Écoutez, j'irai peut-être pas jusqu'à là, mais si quelqu'un me demande d'être candidat, non, je dis pas. Mais voilà, ça a été juste une rencontre, une connaissance. Vous savez, donner de l'amour à quelqu'un aujourd'hui, vous le recevrez demain. Tendre la main à quelqu'un, vous le recevrez demain. Et ça, c'est juste énorme parce qu'en fait, in fine, l'être humain est quelqu'un. L'être humain, notre ville, on est dans une ville qui est très solidaire, très fraternelle. Et voilà, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient nées méchantes ou mauvaises, c'est juste des parcours qui font que les gens changent. Et si toutes et tous ici, on peut se permettre avec notre petite pierre à l'édifice de faire changer des comportements, de faire changer des attitudes, c'est déjà par son propre comportement qu'on fait changer l'attitude de l'autre. Et voilà, ben, si on doit tous trouver le chemin de la lumière, ben, il faut essayer de le trouver et de marcher vers la lumière. Allez, on le réapplaudit. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va continuer avec vous deux. Pareil. Alors, donc, au début, encore une fois, on est sur une discussion, sur un échange et autres. La première chose est toute bête, c'est de vous raconter en quelques mots, tranquillement, comme si on se rencontre pour la première fois. Et au fait, comment ça va, quoi? Ça va très bien, merci. Cool. Vous, comme ça, vous êtes toute jeune encore. Oui, hein, c'est ça. voilà. Mais ça fait quand même un petit moment que vous travaillez dans le secteur. Un petit moment, Ouais. 34 ans. 34 ans. Oui. Ouais. Donc, voilà. Et il me semble que quand vous avez démarré, le premier stage que vous avez fait, vous avez dit « Ah non, c'est bon, jamais je vais travailler dans ce secteur-là. » Oui, c'est ça. Ouais. Quand Comme quoi, on peut changer d'opinion aussi. Oui, Ouais. c'est ça. Oui, oui. Quand j'ai débuté, donc j'ai commencé avec mes stages. Et tout de suite, je me suis rendu compte que non, c'était pas possible. Il y avait des choses qui me gênaient, des odeurs peut-être, voilà. Et j'avais dit non. Mais après, je me suis dit, écoute, donne-toi le temps et puis on verra bien. Et l'envie de faire ce métier, donc après le dessus, et puis j'ai continué. Voilà. Racontez-nous un petit peu. Au début, il y avait une sorte de... Est-ce qu'on pourrait dire de vocation Oui, Ouais. oui. Il y avait une vocation parce que c'est toute jeune. J'ai été hospitalisée, j'étais très jeune. Et ce que les soignants ont pu m'apporter, ce que j'ai pu ressentir auprès des soignants, le contact que j'ai eu avec eux, les mots qu'ils m'ont apportés, ça m'a beaucoup aidée. Et je me suis toujours dit, cette aide que j'ai eue auprès des soignants, j'ai envie de la donner. De donner et de pouvoir aider moi aussi à mon tour. La façon dont on m'a aidée, ce contact que j'ai eu avec les soignants, je me suis dit, je peux faire pareil. Je peux peut-être donner ce contact qui va aider les personnes, ces mots qui m'ont aidé à moi, qui vont peut-être aider aussi. Et donc, oui, ça a grandi à moi. Ça a grandi, j'ai continué à y penser jusqu'à ce que j'arrive à l'âge de pouvoir faire ce métier. Et tout de suite, j'ai voulu me lancer là-dedans. Et je ne me suis pas trompée. Voilà, vous n'êtes pas trompé, Je me vous suis pas n'avez trompée. vraiment pas regretté. Je n'ai pas regretté. Encore aujourd'hui, je suis dans le même état. Avec Bien. beaucoup de Ouais. compétences en plus, bien sûr, puisque j'ai grandi, j'ai appris beaucoup de Ouais. choses. Mais je ne me suis pas trompée depuis le tout début où j'ai eu ce contact avec ces soignants. Voilà. Comme si j'avais été imprégnée de quelque chose et qui a grandi en moi. Voilà. Ça fait 34 ans, Oui. il y a eu cette envie au démarrage, Oui. mais évidemment, en 34 ans, vous l'avez dit, ça a évolué aussi. Vous avez le même métier d'une certaine manière, mais en fait, pas tout à fait le même métier. Oui. Et puis aussi, peut-être de dire que, sans du tout rentrer dans votre vie personnelle, mais qu'à un moment donné, il y Oui. a eu un fait
qui a fait que vous avez aussi décidé de vous orienter différemment. Pour montrer aussi qu'on évolue, évidemment. C'est ça, on peut évoluer, oui, parce que j'étais en clinique, j'ai travaillé en clinique des années. Et puis, je peux le dire, hein, mon papa est mort d'un cancer. Et suite à ça, il était plus possible que je m'occupe de personnes atteintes d'un cancer. C'était plus possible. Et j'avais envisagé d'arrêter définitivement, puisque c'était trop difficile pour moi. Et là, on m'a conseillé de voir les personnes âgées, l'EHPAD. Peut-être que je pourrais continuer sur cette voie. Que bon, le cheminement de la mort, c'est autre chose, c'est naturel. Et là, bon, j'ai décidé d'essayer. Et très bien, ça m'a convenu. Et j'ai pu continuer donc de ce côté-là. Voilà. Et donc, ça fait 14 ans que vous êtes... Et ça fait 14 ans que je suis en EHPAD, oui. Vous avez aussi, d'ailleurs, du coup, passé aussi des spécialités. Oui, c'est ça. Donc, j'ai passé la formation d'assistante de soins en gérontologie, puisqu'on est en EHPAD et que c'est des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et de maladies apparentées. Donc, il faut quand même une spécialité pour pouvoir s'occuper de ces personnes-là. C'est pas tout d'être AS, parce qu'AS, tout ça, vous l'apprenez pas. Et là, grâce à cette formation, j'ai acquis toutes les compétences pour pouvoir m'en occuper mieux et les accompagner avec toutes ces connaissances qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont permis de m'épanouir encore plus. Et ensuite, par la suite, j'ai passé aussi ma formation de tutrice qui me permet aujourd'hui de former d'autres élèves et de transmettre. De transmettre, voilà. Parce qu'aujourd'hui, je pense au bout de tant d'années, oui, j'éprouve aussi le besoin de transmettre. Quand on voit tous les tout jeunes arriver, on a envie de partager. Donc là aussi, 34 ans, mais pas 34 ans du même métier. 34 ans de plein de choses différentes. Oui, ça a beaucoup bougé, oui. On apprend des choses, on apprend de la vie, bien sûr. On apprend des collègues. Oui. Et à un moment donné, hop, ça se retourne, on a aussi envie d'apprendre aux autres. On a envie d'apprendre aux autres. Et on apprend beaucoup des patients et des résidents. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on n'apprend pas que des formations, on n'apprend pas que de l'école. On apprend, j'ai beaucoup appris, je le dis toujours, auprès des patients, auprès des résidents, surtout nous, quand c'est des personnes qui sont là pendant des années. J'ai beaucoup appris avec eux, beaucoup. Beaucoup. Appris sur leur vie, appris de la vie. Appris de la vie. Ouais. Appris de la vie. Pas mal quand même. Bien sûr, oui. Et puis, c'est pas mal. Sacrément l'envie de continuer. Envie de continuer, oui. Oui. Je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que j'apporte à ces personnes-là, tous les jours. Il n'y a pas un jour où je me dis, tu ne sais pas pourquoi tu es là, ou tous les matins, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais apporter. Et je sais ce que ça va apporter aux autres. Voilà. Pour chaque résident, je sais ce que je vais lui apporter. Chaque jour, quand j'ouvre une porte, je sais ce que je vais apporter à cette personne-là. Et chaque fois que je ferme la porte, je sais ce que je lui ai apporté. Génial. Oui. Vous voyez que ça méritait de l'applaudir dès le début. Merci beaucoup, Fatia. Alors, vous avez dit ça allait passer très vite. J'ai eu raison. Oui. Voilà. Mais on va continuer. Maintenant, on va demander à Sébastien autre parcours. Sébastien, pareil. Oui, un autre parcours. Alors vous, Sébastien, c'est amusant parce que vous êtes passé par ici. Oui, alors moi, je suis un enfant de la maison, effectivement. Je voudrais juste profiter de l'intervention formidable de notre élu pour une petite chose, parce qu'il faut savoir dans votre métier de soignant que l'isolement nuit à la santé. Ce sentiment d'isolement, ça mène à l'exclusion. Et quand on est exclu, en fait, c'est notre santé individuelle qui morfle. Et je crois que quand vous apportez un sourire, et en plus c'est ce que dit Fatia, quand vous ouvrez une porte et que vous apportez déjà ce sourire, en fait vous luttez déjà contre ce sentiment d'exclusion, et l'exclusion et la santé vont de pair, parce que quand on n'est pas en bonne santé, forcément on est exclu. Et donc ce métier des associations, des soignants et de lutte contre l'isolement, vous vous rendez compte, et vous allez vous en rendre compte dès vos premiers instants de pro, qu'en fait, c'est aussi ça que vous avez dans le cœur, que vous transmettez. Et moi, mon parcours, il est fait aussi de ça. C'est-à-dire que dans ce qu'on apporte aux autres, on leur apporte du soin. Effectivement, on les prend en soin, on prend soin. Mais on lutte aussi contre cet isolement et cette exclusion qui sont vraiment indispensables à notre parcours de vivre ensemble.
Alors, Sébastien, moi, racontez-nous, parce que vous avez un parcours. Alors là aussi, on avait dit atypique tout à l'heure. On va continuer dans le atypique. donc j'ai un master en droit au départ. Et pareil, c'est facile de rebondir parce que à 19 ans, donc il y a 35 ans, hein, il y a quelques années déjà, j'avais jamais entendu parler des métiers du soin. Je connaissais vaguement le métier d'infirmier parce qu'on le rencontre, mais moi, je n'avais pas de soignant dans ma famille, donc je n'avais pas été éduqué au monde du soin. Et je crois qu'à 19 ans, si j'avais eu la chance de rencontrer des soignants et qu'on m'ait parlé du métier d'être soignant, à cet âge-là, je pense que je l'aurais englobé comme une profession, un métier de rêve, en me disant, mais il est génial ce métier, c'est à la fois technique mais très humain, on est dans le rapport à l'autre en permanence, c'est formidable. Mais personne ne m'a jamais expliqué ce que c'était ce métier et je n'ai rencontré personne à l'époque qui faisait ce métier. Et puis donc mon parcours de juriste m'a amené à travailler dans le monde associatif. Le juridique m'a très vite saoulé parce que le rapport au papier ne m'intéresse pas et que ce qui m'intéresse, c'est le rapport à l'humain. Et je me suis retrouvé à travailler avec des jeunes, à les englober, des jeunes à profil atypique, des jeunes, on dit surdoués, on dit ce qu'on veut, mais enfin, des jeunes différents, hein, qui donc en fait souffraient de cette différence, ça génère de l'isolement, ça génère du jugement. Et je me suis rendu compte que je sentais ce temps de déclenchement où les jeunes ne vont pas bien, et que j'étais capable de saisir et de me dire c'est là qu'il faut agir, c'est à ce moment-là, parce que là, il va déclencher et ça va se transformer en problématique psychiatrique, psychique, et ça va jouer sur sa santé là encore. Et donc là, je me suis dit quoi ? J'ai eu la chance de rencontrer une personne formidable qui était mon chef de projet, mon chef d'établissement de l'époque, et qui était d'accord pour que je me reforme. Et j'ai eu la chance de rencontrer Caroline Corbière et de rentrer dans cette école de la Croix-Rouge. Donc je suis un jeune aide-soignant, puisque j'ai un grand parcours à l'avance. Et ce métier m'a apporté, comme le dit Fatia, énormément de bonheur et puis du plaisir. Moi, je ne suis pas un soignant très technique. Je ne perçois pas le soin comme un moyen de sauver l'autre, pas du tout. Je n'ai jamais été un super-héros. Par contre, effectivement, c'est que j'ai adoré travailler en psychiatrie, par exemple, parce que je pense que quand on voit l'autre comme soi-même, dans la notion d'altérité, on peut apporter beaucoup, on s'aide. Et c'est ce que dit Fatia, c'est qu'effectivement, tous les patients que j'ai rencontrés m'ont apporté autant, réellement, que moi, ce que j'ai pu penser. Hein. Je pense pas être le déclencheur, hein, mais je pense qu'on s'apporte mutuellement. Et c'est comme ça aussi que je perçois la prise en soin, c'est que finalement, c'est une rencontre, c'est un petit point de contact. Et là encore, c'est la même chose que la lutte contre l'isolement, il faut aller vers. Et ça vous implique, c'est votre responsabilité de soignant. Hein, c'est pas seulement mettre la blouse, c'est se dire. Et en même temps, ça vous protège. Et moi, c'est ce qui m'a aidé à vraiment prendre le job quand c'était dur. C'est de me dire, non, c'est à moi de faire l'effort. Le soignant, le soignant, il doit aller vers. C'est son boulot. Et donc, en même temps, finalement, c'est une force. Parce que quand ce métier est dur, on se lève et puis on se dit, mais non, c'est à nous de faire l'effort. Et on vous le rend 1000 fois. 1000 fois. Alors, vous voyez, le vocabulaire, la précision des mots a toujours du sens, justement. Et par exemple, vous avez utilisé prise en soin. Souvent, on dit prise en charge. Rien que ça dit déjà autre chose. C'est pas le même mot, c'est pas la même réalité derrière, et c'est aussi pas la même relation. Ce que vous avez dit tous les deux, hein, le patient nous apporte. Prise en charge, c'est-à-dire que je suis un peu supérieur et que je m'en occupe, quoi. Le prise en soin, il y a quelque chose autour d'une égalité, d'un équilibre entre les deux. Ah oui, pour moi, c'est important de rompre la symétrie. Vous allez apprendre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ce mot, mais vous allez apprendre que la relation soignant-soigné, patient et soignant, c'est une relation asymétrique, c'est-à-dire que vous avez la connaissance et ça vous met un peu dans une position de pouvoir. Mais en fait, c'est aussi votre responsabilité de casser ce pouvoir. C'est-à-dire que la symétrie, elle doit être interrompue immédiatement et c'est à vous d'aller vers l'égalité. Parce qu'en fait, on est tous les mêmes. Enfin, et ce qui est intéressant aussi de vos deux cas, c'était la question de la rencontre. Il y a quelqu'un à un moment donné qui vous tend la main, qui donne une chance. C'est ça. Oui. Racontez-nous comme ça, très très concrètement, comment ça s'est passé. La rencontre qui fait que, ah oui, tiens, je peux faire ça, ou je peux continuer là, ou même quand vous disiez, d'un seul coup, je voulais plus être dans ce domaine-là, mais on m'a orienté vers l'EHPAD. Comment ça se passe tout bêtement ? Il y a des rencontres aussi. Il y a des rencontres, oui, puisque j'en ai parlé plusieurs fois, et c'est cette personne-là que j'ai rencontrée qui m'a dit, mais attends, avant d'arrêter, avant de vouloir faire autre chose, tu peux encore essayer autre chose. Il ne faut pas arrêter comme ça. Et donc là,
c'est là que c'est grâce à cette personne que j'ai pu continuer, c'est sûr. Et j'ai très bien fait. Et elle a très bien fait, du coup. Et elle a très bien fait aussi. Voilà. C'est souvent l'intervention de notre élu tout à l'heure, il y avait aussi cette notion-là, la rencontre. Alors une des grandes références, hein, c'est Albert Camus, quand son instituteur, Louis Germain, repère Albert Camus, il est dans un milieu hyper pauvre, la maman est handicapée, elle ne sait pas parler, et ainsi de suite. Et d'un coup, il se dit, mais c'est pas possible. Et donc, il va les voir, il va discuter, tout ça. Et finalement, à chaque fois, enfin très très souvent, dans les histoires de vie, il y a eu à un moment ou un autre quelque chose comme ça. Ça peut être un prof, ça peut être un patient, ça peut être une connaissance, ça peut être le hasard complet, si le hasard existe, ou la rencontre. Voilà. En tout cas, il se passe quelque chose de ça. Et dans ces métiers de soins, peut-être que c'est encore plus fort. Mais quelquefois, nous, on peut ne pas voir à nous ou avoir un manque de confiance ou ou tout justement ne pas voir qui on est et que d'autres personnes, oui, savent mieux que nous ou ont vu en nous. Et c'est ces personnes-là qui vont nous guider, qui vont nous conseiller. Et ça peut marcher, ne pas faire d'erreur. Pareil. Ouais, moi je suis assez d'accord parce que vous pouvez croire comme ça en nous écoutant que c'était facile, mais moi j'ai commencé cette formation, ici à la Croix-Rouge, vraiment avec beaucoup de crainte. Je tremblais à mes premiers cours, j'étais très ému, j'avais peur de ne pas réussir. Et j'ai rencontré des aides-soignants formidables, dont une personne qui se fait prénommer Framboise. Et Framboise était capable de mettre son nez rouge pendant ses soins et de se transformer en clown et de faire rire tout le monde. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, nos fragilités, ça peut aussi être une force. Et finalement, le fait d'être émotif, le fait d'être trop empathique par moment, eh bien, on peut aussi finalement l'utiliser. Et c'est ça, c'est que ces rencontres, elles nous permettent d'apprendre sur nous. Et ce qu'on est aujourd'hui, je pense que c'est vraiment lié à ces rencontres. Effectivement, c'est une chance. Alors, Fatia, je vais vous présenter une autre personne qui est une rencontre. D'accord ? On va l'applaudir, elle s'appelle Marie-Claude. Ah oui ? Voilà, on est d'accord ? Oui, très belle rencontre. C'est une rencontre aussi. Oui. Et Marie-Claude, c'est pareil. Elle a elle-même un parcours. Démarré comme infirmière, et puis elle a été patronne d'établissement et tout ça. Alors aujourd'hui, elle est carrément patronne chez Clariane de tout ce qui est formation, tout ça. Elle dirige un CFA, enfin bref, c'est quelqu'un. Et il y a eu aussi entre vous... Oui, je veux juste dire, puisque c'est le sujet, elle a beaucoup contribué à ce que je suis aujourd'hui. Beaucoup. Elle a cru en moi. Ouais. Voilà, elle m'a fait confiance. Et elle m'a justement proposé des formations qui m'a permis d'évoluer. Et donc, je la remercie, elle y est pour beaucoup. Alors, ce n'était pas prévu, mais elle va nous dire quelques mots. Et peut-être aussi parler de vous un petit peu. Et puis, peut-être, si vous avez envie, d'une ou deux personnes, vous avez dit, bah tiens, autre aide-soignant qui ensuite... Enfin, voilà, ce que vous avez envie, en fait. Liberté totale. Super. Merci, Serge. Merci beaucoup. Merci et bonjour à toutes et à tous. Vous imaginez bien que c'est avec une grande fierté que je suis aux côtés de Fatia aujourd'hui. Fatia, avec qui nous avons pris soin, parce que quel que soit notre métier au sein d'un EHPAD, au sein d'une clinique, nous sommes tous des soignants. Il y a eu un accent particulier sur le prendre soin, et je crois que ce mot prendre soin devra vous guider tout au long de votre métier et de votre carrière. Avant de poursuivre, je voudrais déjà vous féliciter, parce que vous avez fait un choix. Je ne sais pas ce qui a été à l'origine de votre choix. En tous les cas, c'est un choix honorable. Et habituellement, tu les invites à s'applaudir. Et j'ai envie qu'ils s'applaudissent parce que vraiment, bravo pour votre choix. Alors pourquoi ? Le métier de soignant, le métier d'aide-soignant, il y a toujours ce mot soignant, cette notion de prendre soin. Il va prendre la couleur que vous voudrez bien lui donner. Vous allez lui donner un sens. Et tout au long de votre carrière, même si à un moment donné, vous baissez les bras parce que vous êtes fatigué, parce que, il y a quand même en face de vous des personnes à accompagner et peut-être en plus grand nombre certaines journées, donc vous baisserez les bras. Ne baissez pas les bras. Donnez le sens et poursuivez et continuez à donner du sens à votre métier. Concernant les parcours, nos parcours,
moi, ce qui m'a toujours guidée déjà pour l'ensemble des collaborateurs, c'est la montée en compétences. Ce n'est pas un hasard que maintenant, je suis responsable opérationnelle d'un CFA des métiers du soin, responsable des relations écoles et de l'alternance. C'est la montée en compétences, c'est voir grandir. Comme le disait Fatia, j'ai cru en Fatia, je crois dans tous les soignants, j'ai toujours cru dans l'ensemble des collaborateurs et vous l'avez très bien dit, il faut croire en vous. C'est pas un hasard aussi si vous exercez certains métiers, donc il faut continuer à croire. Donc, concernant la montée en compétences, j'étais effectivement infirmière. J'ai fait le choix, à un moment donné, d'être infirmière coordonnatrice et puis ensuite directrice de maison de retraite. Et puis maintenant, je suis dans les relations écoles et le CFA des métiers du soin. D'abord, j'y ai cru. J'ai eu envie. J'ai eu envie d'accompagner parce que soigner, c'est un mot, je dirais envie de mettre un grand S. Soigner, c'est écouter. Soigner, c'est être attentif, c'est se remettre en question. Parce qu'on n'est pas toujours sûr de nous, hein. On n'est pas toujours aussi... Il y a des moments où on perd confiance en nous. Parce que face à vous, vous avez des situations, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas toujours faciles à appréhender et vous ne voyez pas l'issue. Donc, c'est important, effectivement, de croire, de garder confiance en soi et vous aurez toujours une personne, et je le souhaite et je l'espère, qui va croire en vous et vous faire avancer. Pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, Fatia, c'est un modèle. C'est un modèle de soignante. C'est naturel d'abord donner envie. Hein. Elle accompagne avec, je dirais, un grand talent l'ensemble des stagiaires, l'ensemble des apprentis qu'elle reçoit au sein de son établissement. Et ce que je vous souhaite, c'est de suivre son chemin. C'est aussi de marcher donc dans ses pas. Ce que je n'ai pas dit, et j'en avais parlé un petit peu, c'est que j'ai vu aussi des belles personnes monter en compétences. Je pense au sein de notre équipe à Yamina, qui était aide-soignante et qui à un moment donné a voulu devenir infirmière. Elle a réussi, elle a eu envie. Et elle a passé le concours et ensuite, donc, elle a fini sa formation et en ce moment, elle est infirmière. Je pense aussi à une personne qui est dans mon équipe qui s'appelle Léa, qui a été agent de service hôtelier, qui ensuite a fait la formation d'aide-soignante. Et puis, elle a également eu envie de devenir infirmière, donc elle a suivi la formation d'infirmière. Elle a été ensuite infirmière coordonnatrice, elle a suivi le certificat que la Croix-Rouge propose d'infirmière coordonnatrice. Elle a été au sein de mon équipe infirmière coordonnatrice ambassadrice et actuellement elle est à mes côtés en tant que chargée des relations avec les IFSI et les IFAS. Donc vous avez des portes ouvertes. C'est un métier de soins, c'est un métier de sens. Merci beaucoup. Voilà. Eh ben, écoutez, c'était pas mal, hein, tout ce qu'on a dit. Ouais. Merci à vous deux, on les applaudit. Et donc, on s'est dit aussi, ça a été dit au tout début, la question, on a parlé de prendre soin. Mais évidemment, c'est compliqué de prendre soin des autres si soi-même, on ne prend pas trop soin de soi. Il faut quand même pour aimer les autres, il faut s'aimer un peu soi, quand même. Voilà. Il y a quelque chose autour de ça. Donc avec vous deux, on voulait aller sur ces sujets-là. Vous nous racontiez un petit peu, et puis avec vous, on parlera plus de la Maison des Femmes, mais qui est aussi une problématique aussi de prendre soin de soi et des autres. Donc dans les deux cas, on pensait que c'était extrêmement utile d'avoir vos témoignages, un tout petit peu aussi de raconter votre parcours de manière très très courte, parce qu'on a finalement assez peu de temps, et puis de raconter, vous, votre travail, et puis vous, la Maison des Femmes. OK ? Super. On commence. Comme ça, je vois tout le monde. Dans mon parcours, j'ai commencé à être institutrice. Ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches en pédagogie et en didactique des disciplines. Et je suis devenue danse-thérapeute, praticienne en gestion du stress et médiatrice en éducation thérapeutique du patient. Voilà, donc je ne suis pas aide-soignante. Mais dans mon métier, dans les métiers que j'ai eus, j'ai évidemment travaillé avec les aides-soignants. Et je suis ici parce que j'ai fait une recherche sur la vulnérabilité des soignants paramédicaux et plus précisément sur comment préserver sa vulnérabilité propre par rapport à celle des patients que l'on rencontre en tant que soignant et donc que vous allez rencontrer.
Et voilà, donc en fait, j'ai réfléchi, j'ai travaillé, enfin, c'est une recherche qui m'a été commanditée. Donc, j'ai travaillé dans une institution, j'ai observé les soignants paramédicaux, j'ai fait beaucoup d'entretiens. Et puis, j'ai vu un petit peu quel type de vulnérabilité les soignants pouvaient rencontrer, sachant que je différencie bien fragilité, qui est intrinsèque à chacun, et vulnérabilité, qui est extrinsèque, c'est-à-dire qu'on est vulnérable à quelque chose. Et donc, c'est un petit peu ça que j'ai analysé, à quoi on pouvait être vulnérable, puisque quel que soit le corps de métier de soignant et dans le prendre soin, on est confronté à la souffrance psychologique, physique, émotionnelle, à la mort, à la maladie, voilà, à ces choses qui nous interrogent aussi sur nous-mêmes et sur notre rapport au métier que l'on exerce. Et donc, j'ai réfléchi un petit peu à ces vulnérabilités et à des outils plus ou moins aisés à mettre en place pour protéger votre vulnérabilité, pour qu'elle ne soit pas exacerbée, amplifiée par celle des patients qui, évidemment, vous envoient en pleine face leur souffrance. Donc, comment faire pour être au mieux avec ça, le moins impacté possible, tout en restant dans l'empathie, c'est-à-dire dans la compréhension de l'autre, de ce que peut ressentir l'autre, sans pour autant se mettre à sa place, donc en essayant de ne pas mettre trop d'affect personnel, parce que c'est ça qui va mettre en déséquilibre. Et donc, voilà. Et donc, j'ai réfléchi à des outils faciles à mettre en place pour... qu'est-ce qu'on peut faire avant d'ouvrir une porte pour rencontrer un patient et rentrer dans la relation sans y aller comme ça en se mettant en danger, en fait. Parce que, voilà, on a aussi nos limites. Ce qu'on peut supporter, ce qu'on ne peut pas supporter. Donc, c'est important de les connaître, de travailler un petit peu sur ce que j'appelle son cadre interne, c'est-à-dire pourquoi on est là, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, quelles sont nos limites, quels sont nos points forts. Parce que souvent, on oublie de les mettre dans la checking list, les points forts sur lesquels on peut s'appuyer. C'est d'ailleurs pareil pour les patients. C'est aussi important de travailler avec eux leurs points forts et de leur apprendre à s'appuyer dessus. Ça, je le dis en tant que danse-thérapeute, parce que ça, je le fais beaucoup avec les patients. Voilà. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire entre deux patients? Parce que vous enchaînez évidemment les patients. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se prendre quelques secondes pour faire quelques exercices de respiration? C'est ce que moi, j'enseigne aussi en formation. Et parce que pour essayer de ne pas entrer dans la pièce du prochain patient avec ce qui s'est passé dans la pièce avec le patient précédent, ce qui vous fait que vous accumulez un petit peu toutes ces choses qui sont parfois difficiles à vivre. Et l'accumulation, c'est ce qui va rendre la journée difficile. Ce n'est pas forcément un patient. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi avant d'entrer dans une pièce où il y a un patient qu'on connaît et qu'on appréhende? Parce qu'on a le droit d'appréhender un patient. Il y a des patients avec lesquels on a plus de difficultés que d'autres. Donc, c'est important d'identifier pourquoi avec cette personne, on a plus de difficultés. Qu'est-ce qui nous renvoie? Qu'est-ce qui va alimenter dans notre parcours personnel et professionnel qui n'est pas confortable? Donc ça, vous pouvez travailler sur vous tout seul, en parler avec des collègues, en parler autour de vous, pour un peu identifier le pourquoi et comment vous vous préparez à entrer dans cette pièce avec ce patient que vous appréhendez en ayant de façon anticipée, désamorcer un petit peu cette appréhension et du coup rendre cette relation plus aisée et pour vous et pour lui. Parce que de toute façon, la façon dont vous allez rencontrer un patient va avoir un impact sur le patient et sur vous. Donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte que vous ayez des outils. Alors, vous pouvez en avoir plein déjà, des outils, parce qu'il n'y a pas de protocole à suivre.
Donc, c'est que vous ayez des outils pour rentrer dans la relation de façon constructive pour vous et pour le patient. Donc, sans vous mettre, vous, en déséquilibre, et donc, sans mettre le patient en déséquilibre aussi. Donc, c'est cette interaction, hein, comme on disait, prendre soin, ça se fait à deux. C'est une co-construction. Donc, si vous n'êtes pas bien en rentrant dans la relation, ça va être compliqué pour le patient, qui va vous renvoyer des choses difficiles et vous allez en ressortir vraiment, vraiment difficilement, quoi. Ça va avoir un impact sur vous. Donc, c'est pas se protéger en se faisant une armure, hein, parce que vous n'êtes pas dans le soin pour ça. Vous avez votre sensibilité, vous avez vos émotions, vous avez votre parcours de vie qui fait que si vous en avez conscience, vous êtes de bons soignants. Parce que c'est avec ça que vous allez aussi travailler, sans pour autant partager vos histoires de vie avec les patients. Mais voilà, c'est ça qui vous construit, c'est ça qui fait votre structure, c'est ça qui fait votre empathie, c'est ça qui fait vos compétences, c'est ça qui fait que vous avez envie d'accéder à des compétences supplémentaires et à mieux être dans votre identité d'individu, que vous êtes dans votre quotidien, et à votre identité de soignant. Parce que l'un et l'autre, ce n'est pas les mêmes. Mais si on sait bien se repérer dans l'un et dans l'autre, alors on peut trouver des combinaisons qui font qu'on trouve qu'on est à sa place. Et quand on est soignant, aide-soignant, c'est ce sentiment d'être à sa place qui fait que voilà, on fait au mieux avec ce qu'on est. Et voilà, et c'est tout bénéfice pour vous et pour les patients. Merci beaucoup, Sophie. Et c'est intéressant parce que la notion d'être à sa place, c'est une question qu'on se pose un peu tout le temps. Dans une famille, par exemple, il y a une fratrie, est-ce que je suis à ma place? Dans les parents, les enfants, ainsi de suite. On cherche toujours à être à sa place. Il y a aussi un collectif professionnel. Il y a les collègues. Et là aussi, être à sa place. Et pareil, comment on peut être aussi en fragilité, on peut être aussi parfois même en souffrance, en difficulté, selon les équipes, selon aussi la qualité ou non de la personne qui manage. Hein, tout ça joue beaucoup. On est dans l'être humain d'abord. Donc, ce n'est pas une science exacte. Et comment, là aussi, quand on ne se sent pas bien avec des collègues, c'est peut-être aussi parce que soi-même, on n'est peut-être pas bien, j'en sais rien. En tout cas, comment, là aussi, comment on peut essayer de trouver un peu sa place? Alors, y a tout ce qui est discussion. Il faut discuter sur est-ce qu'on partage des valeurs, est-ce qu'on partage des savoir-faire en commun et comment les uns peuvent enrichir les autres. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et parfois, c'est une impasse. Donc, moi, dans ma carrière, j'en ai rencontré des impasses où on se dit, là... en fait, je ne me sens plus. C'est pas qu'on n'est plus à sa place, c'est qu'on ne se sent plus à sa place, ce qui est très différent. Hein. Et quand, pour ma part, je me suis dit plusieurs fois dans ma carrière, je ne suis plus à ma place parce que la structure, le fonctionnement ne correspondait plus à mes valeurs, par exemple, hein, ou la façon de travailler, ou la façon d'être considérée. Bon, moi, la solution que j'ai trouvée, c'était de changer de place et d'aller voir ailleurs si je me sentais mieux dans une autre équipe, avec d'autres types de patients, un petit peu comme a fait Fatia. Et parce qu'on n'a pas un parcours linéaire, hein, on n'est pas non plus en dents de scie, mais on fait un peu des circonvolutions. Alors là, c'est aussi un peu la danseuse qui a cette image-là, mais c'est vrai qu'on a un parcours un petit peu en boucle et il ne faut pas avoir peur de ça. Et si ça nous mène ailleurs, où on va être dans une équipe qui partage les mêmes valeurs, alors il faut y aller. Merci beaucoup. Et puis, juste, vous aviez parlé, vous avez fait danse thérapeute, ainsi de suite, juste pour dire aussi qu'on peut être soignante, on peut être aide-soignante, et puis aussi apprendre des choses assez différentes. Et par exemple, autour des médecines complémentaires, des choses comme ça, et parfois ça apporte un plus à soi,
parce qu'on développe ses formations, ses qualifications, mais ça apporte aussi un plus évidemment dans le soin, dans la manière de faire auprès des autres. Et par exemple, la danse-thérapie fait partie, comme les arts-thérapies de manière plus générale, fait partie de ces approches-là. Donc c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a plusieurs manières aussi d'apprendre d'autres choses. Il y a plusieurs manières aussi d'attraper d'autres diplômes, aussi en fonction de ses propres goûts. Si on fait la danse-thérapie, c'est qu'a priori, on aime la danse. Sinon, c'est un peu bizarre quand même. Voilà. Mais on peut trouver complètement autre chose parce qu'on sait que tel ou tel travail peut faire du bien à soi et peut faire du bien aussi aux autres. Donc, je trouvais ça intéressant aussi que vous ayez fait ce parcours-là. Alors, il y a ça, mais il y a aussi des aides-soignants ou des infirmiers qui font ces formations-là de médecine un peu, d'accompagnement complémentaire. Parce que pour moi, la danse-thérapie, c'est un accompagnement, comme la gestion du stress. Et qui, au sein de leur travail d'aide-soignant ou d'infirmière, parce que ça, j'en ai connu dans un service de psychiatrie, psychotraumatologie, dans lequel j'ai travaillé très longtemps, qui avaient fait ces formations et qui, sur leur temps de travail, donc, étaient extraits de leur activité d'aide-soignant ou d'infirmier pour proposer aux patients une autre activité thérapeutique. Et donc, ça donnait un champ de possibles hyper important pour ces personnes-là. Oui, l'animation, elle est dans le référentiel aide-soignant et avoir, vous, des compétences qui sont valorisables auprès des gens que vous prenez en soin, c'est formidable. Enfin, savoir tricoter, vous pouvez vous retrouver avec un groupe de tricoteuses, c'est super, incroyable. Enfin, ça fait naître et des liens et des activités folles. Donc, toutes vos richesses, toutes vos passions, elles sont transformables en animation. Et oui. Non, mais... tout à fait, mais elles sont transformables en animation par rapport au référentiel d'aide-soignant, puisque l'animation fait partie du référentiel. Alors, maintenant justement, Fanny, avec vous, on va parler la Maison des Femmes de Marseille. Alors pareil, vous êtes arrivée très très récemment dans la maison. Oui, ça fait 1 mois que je suis là. Je ne suis pas soignante. Je suis chargée de développement à la Maison des Femmes, donc je suis plutôt sur la partie relations partenariales, comme par exemple la Fondation Clariane qui fait en sorte que la Maison des Femmes de Marseille existe. Mais je travaille avec des soignants puisque la quasi-intégralité de mes collègues sont des médecins, des gynécos, des sages-femmes, des assistantes sociales également. On a des avocats, des avocates, des secrétaires médicales. Donc voilà, tout un monde soignant. Alors racontez-nous ce que c'est en fait la Maison des Femmes. Ouais. Et donc la Maison des Femmes, c'est un lieu de soins pour les femmes victimes de violences qui est rattaché à l'hôpital, à un des hôpitaux de Marseille, l'hôpital de la Conception. Donc c'est un service hospitalier dans lequel nous prenons en charge uniquement des femmes victimes de violences, tout type de violence. Ça peut être des violences passées, dans l'enfance, il y a des années, ou des violences qui sont encore actuelles. Et la différence peut-être avec d'autres structures de prise en charge, désolée d'utiliser ce mot, ça m'a remise en question tout à l'heure, c'est que nous, c'est vraiment du personnel soignant qui les accompagne au quotidien. Voilà, donc on a toute cette partie de soins pour elles, avec donc toutes les consultations dont je vous ai parlé, et selon aussi la situation de la personne. Par exemple, à la Maison des Femmes, on a aussi une expertise sur tout ce qui est mutilation génitale. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point le type de violence qu'on traite est large. Voilà. Et vous prenez aussi en compte, en soins, justement de manière un peu particulière, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la partie pour les femmes qui viennent chez nous. Mais on a aussi vocation à faire de la prévention pour justement détecter les violences. Et en tant que soignant, futur soignant et soignante, vous allez aussi avoir un rôle là-dedans. Notamment parce que vous allez être un peu dans une certaine intimité parfois avec les personnes que vous allez voir. Et nous, à la Maison des Femmes, on encourage toutes les personnes qui travaillent dans le soin, quel qu'il soit, de poser la question à la personne, notamment si c'est une femme, puisqu'on sait que c'est la majorité des personnes qui vivent des violences, de savoir si elles en vivent, si elles en ont vécu, comment ça se passe à la maison, voilà, essayer un peu de détecter ça.
pour espérer que peut-être une première parole puisse se libérer. Voilà, c'est des personnes qui vont peut-être être en confiance avec vous. Donc voilà, nous, on pense que c'est aussi à vous de saisir cette opportunité. Et aussi, si quelqu'un vous confie des violences, il faut savoir les accueillir et aussi savoir réorienter les personnes parce que c'est pas tout de juste libérer la parole. Il faut aussi avoir une posture d'écoute, de bienveillance, de respect. Les violences, c'est tout un mécanisme qui se met en place et qui parfois peut être difficilement entendable quand on est en face. Voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait des formations. Et la Maison des Femmes, elle forme à tout ça, les types de violences qui existent, comment réagir, comment ça se met en place, notamment en tant que soignant. On a une formation qui s'appelle Totem et qui est vraiment destinée aux professionnels de santé 2 fois par an à Marseille. Donc si ça vous intéresse, on pourra peut-être en reparler. Voilà. Et puis aussi, parfois quand on parle de ces violences et tout ça, c'est beaucoup dans la vie de la personne. Et parfois on se dit, mais ça ne me regarde pas. Comment je fais pour trouver l'équilibre entre le respect de la vie privée et puis la nécessité d'alerter quand certaines fois ça va pas bien. Est-ce que là aussi vous aidez les femmes, ça peut être aussi les hommes d'ailleurs, à prendre cette juste mesure, à se dire là je dois intervenir, là je peux, là j'ai le droit. Enfin, comment on fait ? Justement, effectivement, ça peut paraître intrusif, mais si on regarde les chiffres, c'est une femme sur 10 qui vit des violences conjugales, par exemple. Donc, vous allez en croiser. Donc, en fait, si on parle de systématisation, c'est aussi justement pour se dire, cette question, je la poserai à toutes les personnes que je rencontre. Comme ça, on n'a pas l'impression aussi de penser la personne plus vulnérable qu'une autre. Voilà, les violences, ça peut arriver à tout le monde, donc il n'y a vraiment aucun milieu où ça arrive plus que d'autres. Donc voilà, après, je pense que vous pouvez utiliser des outils comme par exemple le violentomètre que j'ai déposé ici. C'est un outil qu'on utilise notamment, nous, auprès des jeunes qui génère un peu des discussions. C'est une petite réglette qui va du vert au rouge pour un peu évaluer le type de relation dans lequel vous êtes. Et ça, c'est pas mal un peu pour poser des questions et situer où on se trouve dans une relation, ou où est-ce qu'on s'est trouvé à un moment. Et ça peut vous aider à être un peu... je veux dire, d'avoir un outil vraiment qui est reconnu par le gouvernement, etc. Peut-être que ça peut vous aider à poser les bonnes questions. Donc ça, je vous invite à le prendre. Et aussi, ce qui est important et ce qu'on dit, nous, c'est de mettre de l'affichage dans l'endroit où vous travaillez pour montrer que vous êtes sensibilisé à ça, que vous pouvez être à l'écoute de ce genre de récit. Voilà, un peu ouvrir la porte et dire que vous êtes sensibilisé à ça. Je regardais, si on prend les questions, elles peuvent être en effet assez intrusives à la fin, mais logique. Mais il faut commencer par le début. Il faut commencer par le début, par le vert, parce que quand même, vous avez dit une femme sur 10, c'est-à-dire qu'il y en a quand même 9 sur 10 où il n'y a pas de sujet. Donc il ne faut aussi pas tout... Oui, pardon. C'est ça, ouais. Pas tout dramatiser. Mais, donc c'est bien de commencer par le vert. Respecte les décisions, tes décisions et tes goûts. Voilà. Oui, par exemple, on voudrait m'obliger à manger du chocolat blanc alors que je n'aime que le chocolat noir. Vous imaginez le truc ? Voilà. Et puis évidemment, sur la fin, c'est t'oblige à avoir des relations sexuelles et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a une graduation, mais ça permet à chacune de voir un peu où elle en est. Puis c'est aussi c'est pas une, c'est aussi parfois qu'il y en a plein qui se multiplient. Quoi. Oui, ouais. Et puis ça peut aussi être des violences qui sont passées, qu'on a un peu enfouies, qui n'ont pas été prises en compte ou prises en charge. Et finalement, ça va avoir un impact sur la santé mentale, physique des personnes. Et donc, c'est toujours le moment de poser la question. Je prends un exemple très personnel, mais récemment, ma sage-femme m'a demandé si j'avais vécu des violences dans toutes les questions du début, donc c'était très frontal et j'étais hyper surprise, mais je l'ai aussi remercié d'avoir posé cette question, parce que je pense que c'est la première fois qu'on me l'a posée dans ce cadre-là, et donc je pense que ça peut vraiment aider des personnes, ou peut-être que ça se voit aussi à la façon dont la personne répond, et après il faut aussi respecter son envie d'en parler ou pas, enfin, ça fait partie aussi de l'accompagnement, c'est difficile de parler des violences, c'est difficile d'en sortir, donc si la personne n'a pas envie d'en parler, c'est son choix aussi. Et puis peut-être que la prochaine fois, elle le fera, mais au moins vous avez ouvert une première porte pour ça. Et j'ai juste peur d'oublier, mais
une fois qu'on vous confie des violences, donc une fois que vous avez eu cette posture d'écoute, de bienveillance, de respect, vous pouvez réorienter la personne, puisqu'il ne faut pas juste rester avec ça, même pour vous, mais c'est lui dire qu'il y a des structures comme les maisons des femmes, il y en a 25 en France aujourd'hui, et puis il y en a d'autres qui vont ouvrir. Il y a le numéro d'écoute qui s'appelle qui est le 3919, pour parler de ça au téléphone. Il y a des CIDFF, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent autour de nous pour lutter contre ça. Donc saisissez-vous des autres espaces et des personnes peut-être plus formées. Restez pas seuls avec ça et aidez les femmes à s'en sortir aussi de cette façon. Super, merci. On l'applaudit. Oui, une question. Je voudrais vous remercier aussi d'être là. Moi, ma question, c'est que est-ce que une fois qu'on nous a confié ces secrets, cette dame, est-ce que nous, on peut se permettre d'aller en parler ailleurs à des professionnels plutôt que attendre elle qu'elle fait quelque chose, en fait? Ils sont très très concrètes. Oui. Alors, vous-même, si vous avez des doutes, vous pouvez nous appeler pour poser des questions ou appeler d'autres organismes. Ce n'est pas juste pour les personnes qui vivent des violences, c'est aussi pour les personnes qui sont confrontées ou même dans l'entourage, si c'est votre collègue, votre ami, voilà. N'hésitez pas à poser des questions aux structures. Nous, ce qu'on fait, on a des fiches d'adressage pour les professionnels de santé pour qu'ils remplissent des premières catégories pour nous signaler la situation dans laquelle la femme se trouve. En revanche, c'est avec le consentement de cette femme, puisqu'on va la rappeler. Donc il faut qu'elle soit au fait qu'une équipe spécialisée dans les violences va l'appeler. Mais sinon, oui, vous pouvez toujours... quand il y a vraiment urgence, il faut faire des signalements, notamment à la police, mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de consentement. Et également, ça aide beaucoup, puisque c'est en fait quand une femme a envie d'en parler et d'en sortir que ce parcours démarre, sinon c'est difficile de rompre un peu sa propre temporalité. Voilà. Mais de toute façon, même pour vous, de vous décharger aussi, d'en parler à des professionnels qui sauront être à votre écoute, je le conseille. Parce que même si la personne ne voulait pas, le fait d'en parler à des professionnels, c'est eux aussi qui sauront comment avancer, d'une certaine manière. Oui, après, je pense que c'est toujours bien d'orienter vers des structures très spécialisées comme la nôtre, sauf si vraiment il y a eu une formation aux violences et que vous vous sentez de donner des conseils. Mais déjà, en fait, même juste avoir une première écoute, dire à la personne que vous la croyez, la déculpabiliser, c'est déjà un travail énorme, je pense, pour les aider, puisque c'est des personnes qui se retrouvent très isolées et qu'on a fait culpabiliser parfois pendant des années. Donc c'est très très important d'avoir ce rôle-là et de les déculpabiliser et de leur dire que c'est aucunement de leur faute. Donc ça, je pense que tout le monde peut-être peut le faire si on l'a compris. Le premier pas, c'est l'écoute, en fait. Après, croire, il faut aussi avoir des confirmations, parce qu'on peut... mais en tout cas, c'est la notion d'écoute et d'être pris, le prendre en soin est aussi en grande partie une prise d'écoute. D'ailleurs, dans la santé, on en parle souvent. On dit parfois les médecins n'écoutent pas assez, les gens n'écoutent pas assez. Donc déjà, écouter, c'est 50% du boulot, quoi. Oui, et prendre le temps aussi, pardon. Et aussi, il y a la confidentialité du dialogue entre le patient et le soignant. Donc voilà. Donc ça ne peut pas sortir de l'hôpital ou de la structure, mais vous pouvez, parce que c'est lourd aussi à entendre. Donc pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Donc ça, c'est très lourd à entendre, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais même quand on a l'habitude, et moi, je travaillais longtemps dans un service de psychotrauma avec que des personnes qui avaient subi des traumas sexuels, des violences, des tortures, des choses comme ça. Donc il y a certains récits qui sont compliqués à entendre, mais vous avez une équipe autour de vous. Donc à vous de trouver dans votre équipe des interlocuteurs avec lesquels vous pouvez échanger sans non plus rompre la confidentialité. Et puis peut-être que l'autre personne dans l'équipe saura
quoi faire. Peut-être qu'elle conseillera dans la structure un autre professionnel à aller voir. Et voilà. Donc, il faut déjà aussi se saisir de ce que vous avez dans votre structure, dans votre équipe. Il y a des gens qui ont déjà rencontré plein de choses et qui ont fait face à plein de choses ou qui ont moins de fragilité à cet égard peut-être que vous, enfin moins de vulnérabilité du coup. Voilà, parce que c'est en tant qu'aide-soignant, vous serez récepteur de récits traumatiques, quels qu'ils soient. Donc, il faut aussi les partager avec les membres de votre équipe pour ne pas les porter tout seuls. Merci beaucoup, on les applaudit. Alors, c'est vrai que quand on regarde tous les métiers du soin, la particularité des aides-soignants, elle est très très claire, c'est vous êtes les personnes au plus proches des patients. C'est vous en termes de temps passé, en termes de proximité physique, c'est vous, mais de très très loin. Et au dernier moment de la vie, par exemple, c'est vers vous que ça se passe très très souvent. Donc il y a une singularité, une particularité qui est très très forte. Le rapport à l'autre, il est là où il est le plus fort. Alors là, on a commencé avant le brunch, ça commence à peser un peu là cette affaire. Donc on va revenir un tout petit peu avec vous deux, Fatia et Sébastien. Juste, vous savez, souvent quand on définit la vie ou pourquoi j'ai envie de vivre, souvent c'est la notion, tant que j'ai de la curiosité, tant que j'ai des envies de, d'ailleurs c'est intéressant, envie. Le mot, il veut bien dire aussi cela. Et tant que j'ai des envies de découverte, à vos souhaits, je dirais, ça va. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est quoi vos envies de découverte à tous les deux? Moi, là actuellement, je suis enseignant, donc c'est vraiment l'envie de partager ce métier avec des jeunes, leur donner envie de se lancer dans les métiers de la santé parce que c'est vraiment des métiers formidables. Et j'ai très envie, vraiment la curiosité de retourner en psychiatrie et de me reformer pour être un peu plus bénéfique, pas au sens de ce que je peux apporter à l'autre, disons. Et puis vraiment essayer d'avoir un vrai point d'approche avec les personnes qui sont en situation de fragilité et hospitalisées dans des services de psychiatrie, parce que ce que je constate chez les jeunes tout le temps me rend curieux, et j'ai vraiment envie d'être capable d'appréhender ce rapport-là de la santé mentale et de la souffrance psychologique qui est en train je trouve, d'émerger comme une vraie problématique de santé. Et moi, ça me rend curieux sur comment nous, on peut agir en tant que soignants pour alléger ce fardeau chez tous ces gens qui sont en souffrance psychologique. Fatia, voilà. Comme ça, le désir de curiosité, l'envie. L'envie toujours de continuer, de former, de transmettre. Voilà, c'est mon plus grand souhait aujourd'hui. Et aussi continuer à développer parce que je pense que c'est pas terminé, que j'ai encore des choses à découvrir en tant que soignante. Et c'est tout. C'est pas mal déjà. Merci. Merci beaucoup Fatia. Et puis, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup entendu ce mot de transmettre. Ce qui est logique, c'est aussi le propre d'une école, d'un lieu. C'est le propre de la Fondation, et puis les choix qu'on a fait aussi, le casting, parce que mesdames et messieurs, il y a eu la sélection avant que ces personnes-là puissent intervenir. Ça, c'est pas fait comme ça, ça se méritait. Donc dans ce casting-là, dans les échanges, tout ça, cette notion-là revenait beaucoup. Et c'est, d'une manière générale, dans la vie, la question, une société qui ne transmet pas, c'est une société qui n'avance pas, parce qu'il y a bien besoin de savoir ce qu'ont fait les anciens. Les anciens, c'est pas nécessairement une question d'âge, ça peut être aussi une ancienneté dans un métier. Par exemple, Sébastien, il est très très jeune dans son métier. Oui, voilà, exactement. Donc ça peut être, et on peut apprendre des choses de personnes qui sont beaucoup plus jeunes que nous en termes d'âge, sur un autre sujet que l'on ne connaît pas, par exemple. Voilà. Mais donc, pour avancer, on a besoin de ça. Mais dans les deux sens. J'ai besoin, et ce que vous avez dit aussi, j'ai besoin d'apprendre des autres, y compris des patients. Voilà. Et j'ai aussi besoin, à un moment donné, d'apprendre aux autres. Et c'est quand il y a les deux sortes de dialogue justement là aussi de curiosité, d'intelligence, de compréhension, d'écoute, et de savoir se mettre, tiens là j'apprends un truc, j'écoute. Et puis là-dessus, je peux dire quelque chose. Et d'être capable dans les deux cas. S'il y a des personnes qui n'écoutent jamais, non, attends, moi je sais tout, ok, elles apprennent rien finalement. Et elles apprendront rien aux autres, de certaine manière. Et là, tout ce qu'on a fait, c'était aussi cette notion-là.
Encore une fois, elle est très très forte. Il n'y a pas de société qui avance et il n'y a pas d'individu, de femme ou d'homme qui avance s'il n'est pas capable de bénéficier un minimum de cette transmission. Sinon, ça veut dire que les êtres humains n'auraient jamais bougé depuis la nuit des temps. C'est notre différence avec les animaux. C'est qu'on apprend, on laisse une mémoire, ainsi de suite. Alors par le papier, par... D'ailleurs, j'ai regardé, mesdames et messieurs, j'ai les noms. Une partie d'entre vous, et pas des moindres, n'a pas regardé une seule fois son téléphone portable pendant toute l'heure. Et je tiens à vous applaudir. Bravo! Moi, je trouve formidable, je pousse tous les jeunes qui souhaitent vraiment élargir leur ordre de compétences et qui ont une appétence pour le soin technique à devenir infirmier, parce que c'est un métier formidable. Je pourrais vous parler des heures de Guillaume, un infirmier avec qui j'ai travaillé, qui avait une telle compétence professionnelle que les médecins lui parlaient avec une douceur vraiment incroyable, parce que cet infirmier était tellement compétent que... personne n'osait le mettre en cause et tout le monde était très gentil avec lui. Donc, les aides-soignants font vraiment des super infirmiers plus tard. Moi, à titre personnel, et aussi parce que j'ai englobé ce choix d'aide-soignant tard, je vous le disais, je suis un jeune aide-soignant. Donc, je n'ai pas envie d'être infirmier parce que, en fait, je crois que... Et c'est ce qui a été dit. En fait, il faut s'appuyer sur nos forces, se connaître. Et moi, je crois que je suis quelqu'un d'assez lent, pas forcément très technique, et par contre, je peux apporter de l'amour et de l'écoute, et je suis plutôt à l'aise avec ça. Donc, je me cantonne dans ce que je sais faire. C'est amusant ce que dit Sébastien. Il y a un très grand poète qui s'appelait Jean Cocteau, disait « Ce qu'on te reproche, cultive-le ». Donc parfois, c'est nos points faibles qui peuvent être aussi des points forts. « Ah, tu vas pas assez vite ». Donc, bien sûr, c'est aussi se connaître. C'est se connaître et puis se dire « On peut évoluer ». On n'est pas le même à 17 ans qu'à 77. C'est ce qu'on peut souhaiter, parce que sinon c'est bizarre. Si on n'a pas bougé, si on n'a rien appris en 50 ans ou en 60 ans, il y a un petit sujet. Donc voilà, c'est aussi cette expérience-là, c'est aussi ces aimants-là, et c'était aussi tout l'intérêt de cette rencontre. Ce qu'on a vu aussi, plusieurs fois, c'est ressorti par les uns et les autres. Je vais dire un gros mot. C'est le mot travail. Oui, mais pour certains, parfois, voilà, il y a aussi besoin... Alors, c'était Guy de Maupassant, qui est un très grand écrivain, et puis il avait beaucoup appris auprès d'un écrivain aussi grand, plus âgé que lui, qui s'appelait Flaubert. Voilà. Et entre les deux, c'était... Voilà. Et à un moment donné, Guy de Maupassant écrit un mot à Flaubert en le remerciant. Ah bah voilà, parce que grâce à vous, j'ai appris des choses. Et Flaubert lui dit le talent est une longue patience. En disant... le talent est une longue patience. C'est pas, tu as peut-être du talent, mais après il fait ça. Le talent est une longue patience, donc ça prend du temps. Et puis après, point, il dit travailler, point d'exclamation. C'est-à-dire qu'à la fin de tout ça, même si quelqu'un comme Maupassant avait un énorme talent d'écriture, il dit ouais, mais ça ne suffit pas. Après, il faut bosser. Hein, toujours cet élément-là. On a amené plein de petits documents, des mémoires de soignants qui ont été faits dans la région. Donc vous pouvez les prendre pour les lire. Et tout ça, c'est intéressant sur des gens qui racontent leur histoire de soignants d'aujourd'hui, d'hier et tout ça. L'histoire du violentomètre, ça c'est quand même pas mal hein, à utiliser. Il y a aussi un petit document pareil, sur la Maison des femmes Marseille-Provence. Bon, on voulait vous remercier de votre écoute. Là aussi, écoutez, ça commence par là. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que je suis écouté? Est-ce que tu m'écoutes? Et à partir de là, on avance. Si on n'écoute jamais, ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est aussi ça. Encore une fois, vous aviez une très belle qualité d'écoute et c'est quand même pas rien. Et puis, là aussi, juste pour finir, il y a un monsieur là qui va bientôt rentrer au Panthéon. Marc Bloch, très très grand historien, résistant et tout ça, et disait, et les gens, ils disaient, chaque génération, c'est normal, veut faire quelque chose, veut inventer autre. Et lui avait une formule très très simple, il disait, avant de chercher à faire du neuf, instruis-toi. Tu fais pas du neuf si tu connais pas les choses. Donc sinon, voilà. Et donc c'était intéressant. Donc tu apprends de différentes manières, chacun. Mais n'empêche que instruis-toi d'abord, c'est évidemment le but de l'école que vous suivez. C'était aussi à notre manière le but de ce moment. Et puis c'est de continuer toute sa vie, continuer de s'instruire. Mais on n'invente pas si au départ on n'a pas une base. Donc c'était aussi ça. Et après vous allez, ce qu'on a voulu montrer, c'est plein de chemins différents. Il n'y a pas un chemin unique. C'est pas vrai. Il y a plein de chemins différents et on les fait en fonction de ses capacités, de ses envies, de ses possibilités, de sa volonté. Le mot volonté, il est important, il y a tout ça. Et donc, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. Donc, merci à vous. Merci à tous. Merci.